Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle aujourd'hui du leadership féminin à travers une étude un peu contre-intuitive. Les femmes de pouvoir, comment elles se comportent en entreprise, on va en parler justement avec Mélanie Payou, docteur en psychologie et elle travaille chez Performance et elle va tout nous expliquer de cette étude passionnante. Le grand entretien, quelle est la politique RH de PepsiCo? On en parlera justement avec sa DRH Anne-Sophie Jameau. On fera le point évidemment sur les actions RSE engagées au sein de ce groupe international. Et puis on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Comment les entreprises intègrent-elles l'intelligence artificielle et comment les salariés s'emparent de cet outil? On en parlera avec Nozick Deuk. Il est responsable développement de l'offre data et IA chez MC2I. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du leadership au féminin. Alors on parle de programme de leadership, d'accompagnement des talents. Là on va travailler avec vous Mélanie Payou, je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venue sur notre plateau, docteur en psychologie cognitive et manager de l'innovation chez Performance SE. Tout à fait, je l'ai bien dit? Bien. Parfait. Jusque-là, pas de faute. L'étude que vous portez, que vous avez développée est vraiment intéressante parce que elle est un peu contre-intuitive, je le disais. On a l'impression que les femmes, finalement, restent un peu dans leur coin. Il y a le plafond de verre, on l'entend beaucoup sur ce plateau. L'étude, elle dit un peu autre chose. Elle dit que les femmes, plus elles montent hiérarchiquement, plus, j'allais dire, elles sont compétitrices, plus elles se battent, plus elles sont engagées. C'est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Alors, c'est principalement l'inverse des représentations qu'on a de la femme et de la femme au travail de manière générale. Si on vient à la jeunesse de l'étude, nous, on s'est vraiment intéressé à l'ambivalence de notre société qui prône l'égalité homme-femme à tout va. Et finalement, quand on parle de leadership, on pense à l'homme combatif, affirmant sa posture, et on ne pense pas à la femme en soi. Donc on a voulu faire une fouille de données sur plus de 7000 participants chez nous, dans nos datas. En activité, hein? Tout à fait, en activité. Et voilà, là on a regardé un petit peu ce qui se passait du côté des femmes et des hommes sur des caractéristiques de leadership. Les femmes se révèlent, c'est votre étude, être plus combatives et affirmées que les hommes, contrairement aux stéréotypes. Les femmes leaders, on reviendra évidemment sur leur position hiérarchique, montrent une préférence plus marquée pour la compétition. Ça c'est très intéressant, ça aussi. Clairement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de différence? Alors, si, justement, il y a une différence, c'est-à-dire que les femmes présentent des traits de combativité et d'affirmation de soi significativement supérieurs aux hommes, et ce, plus elles montent dans la hiérarchie, alors que les hommes, eux, présentent des niveaux de combativité et d'affirmation de soi au même niveau que les femmes. Cependant, cela diminue au fur et à mesure que eux montent en hiérarchie. Mais est-ce ça peut s'interpréter de plein de manières, et c'est intéressant d'avoir une psychologue sur le plateau, parce qu'on peut imaginer aussi que c'est plus dur pour les femmes d'accéder à des postes à responsabilité, et il faut être encore plus pugnace, plus combatif. On peut l'analyser comme ça. On peut l'analyser comme ça, et on peut l'analyser aussi en prenant un petit peu quelque chose qui est très connu dans le monde de l'éducation. Dans le monde de l'éducation, on va dire, les jeunes filles ne sont pas bonnes en maths, elles ne vont pas s'orienter vers des carrières de scientifiques. Ça, c'est très dit. Tout à fait. Eh bien, pour les femmes, c'est pareil. On leur a tellement dit qu'elles n'étaient pas combatives, qu'elles n'avaient pas de leadership, elles n'osent pas s'orienter vers des carrières à responsabilité managériale. Donc, en fait, c'est typiquement le processus du menace du stéréotype. Et donc, c'est finalement ce qu'on appelle, nous, en psychosocial, une prophétie autoréalisatrice. Elles sont plus engagées. Ça, c'est une autre donnée qui est intéressante, que je trouve vraiment intéressante. C'est que non seulement elles sont compétitrices, elles s'engagent, mais elles sont encore plus engagées que les hommes dans leur entreprise et dans l'idée de travailler dans le collectif. Donc il y a aussi peut-être une touche féminine aussi, ou pas, lorsqu'on est une femme dirigeante. Est-ce qu'on est capable de mettre en avant sa féminité ou pas? Ou est-ce qu'elle est, je dirais, gommée, lissée par les enjeux de pouvoir? Alors non, et il y a justement un résultat de l'étude qui est extrêmement intéressant à ce sujet. C'est tout ce qui a trait à l'écoute. Et finalement, on s'aperçoit que les femmes sont à un niveau égal aux hommes au niveau de l'écoute. Et donc, ils ont tout autant, finalement, d'empathie, les hommes, que les femmes. Et donc, en soi, c'est une caractéristique qui n'a pas de genre en soi non plus. Alors, cette étude, elle est intéressante parce qu'il faut que les DRH et surtout les dirigeants la lisent. Vous nous dites en creux, sans le dire d'ailleurs,
Faites donc confiance aux femmes, donnez-leur la possibilité de s'exprimer, puisque vous nous dites elles se musellent elles-mêmes, elles s'auto-censurent en quelque sorte. Tout à fait, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un accompagnement important à faire dans les débuts de carrière auprès des femmes pour les encourager à aller vers des postes à responsabilité managériale, parce qu'elles disposent de tout, tout comme les hommes, pour... aller vers ces rôles. Un mot, parce que vous accompagnez évidemment des entreprises. Est-ce que les programmes d'empowerment, comme on l'appelle dans des grandes entreprises, c'est-à-dire des détections de talents féminins, ce sont des outils nécessaires et utiles pour les faire grandir ? Je ne sais pas s'il faut leur attribuer ces notions de genre, mais je pense qu'en fait, il faut les rendre inclusifs. Et c'est-à-dire, ces programmes doivent être inclusifs et indépendants du genre. Un dernier mot sur les hommes, puisqu'on a beaucoup parlé des femmes, mais ces hommes, vous dites... on a le sentiment que ces hommes font moins d'efforts, que eux, dans leur culture, ils se disent il y a moins d'efforts à faire pour grimper l'escalier. Alors, je ne sais pas s'ils se le disent. En tout cas, les faits montrent qu'il y a une certaine facilité qui est naturelle pour eux et qui est liée aussi à des stéréotypes très ancrés dans les organisations. C'est vraiment une étude intéressante parce qu'elle permet aussi de libérer, pour les femmes qui liront, de se libérer. C'est aussi ça l'objectif. Ah bien sûr, oui. C'est libérez-vous. Tout à fait. Osez. Oser. Merci Mélanie Pailloux d'être venue nous rendre visite. Performance SE, vous êtes docteur en psychologie cognitive et en charge de l'innovation au sein de cette entreprise. Allez voir cette étude et allez la décortiquer parce qu'elle est très dense et extrêmement riche. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne une page, c'est le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec la DRH de PepsiCo, qui est une marque internationale et qui ne vend pas que des boissons d'ailleurs, mais toutes sortes de produits. On va revenir sur cette entreprise et sur les actions RSE, notamment engagées par ce groupe international. On accueille tout de suite la DRH de PepsiCo. Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui pour accueillir Anne-Sophie Jameau. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice des ressources humaines DRH de PepsiCo France. Oui. Et comme son nom ne l'indique pas forcément, vous ne vendez pas que du Pepsi-Cola, on est bien d'accord ? On ne vend pas que du Pepsi-Cola. Toute une gamme de produits alimentaires et des boissons. Et des boissons, absolument. On a Lipton, deux catégories. Lipton Ice Tea. Ice Tea, qui est un produit phare. Ouais. Le Pepsi, qui est le concurrent de Coca, pour le dire un petit peu durement. D'ailleurs, souvent dans les restos, on vous dit, mais c'est Pepsi ou c'est Coca ? Vos commerciaux sont confrontés à ça. Ils sont confrontés à ça, oui. Plus de 600 collaborateurs. 650. 650 en deux parties, un siège, et puis le reste, c'est votre force de vente. Nos forces de vente. Vos forces de vente qui sont sur le terrain. D'abord, un petit mot global sur une entreprise qui est une multinationale, qui est connue du monde entier. Quelle est la raison d'être de ce type d'entreprise ? Parce que vous êtes aujourd'hui la cible de tous les consommateurs un peu écolos qui disent « Attendez, il faut arrêter de boire du Coca et du Pepsi, il faut arrêter de manger de la junk food ». Comment vous vous situez par rapport à ça ? Alors nous, la mission de PepsiCo France, c'est de proposer aux consommateurs des moments de plaisir et de partage. Et nos marques proposent justement des produits qui accompagnent la vie des Français tout au long de la journée, du petit déjeuner jusqu'au dîner, parce qu'on a une marque de céréales qui s'appelle Quaker également. Et donc, comme tout plaisir, qu'il soit sucré ou salé, tout est une question d'équilibre alimentaire. Et PepsiCo... et de dosage, donc, c'est ce que vous nous dites. Et de dosage, et PepsiCo investit énormément pour améliorer les qualités nutritionnelles de ces produits. Donc sur nos deux catégories, que ce soit la catégorie épicerie salée ou la catégorie boisson. Donc vous assumez ces produits et vous les portez haut avec vos équipes et votre réseau commercial. Oui. Un mot sur la relation au travail, parce que j'ai vu que vous étiez dans le classement Top Employeur, une entreprise où il fait bon vivre. Ça, c'est quoi ? C'est la patte de la DRH, c'est une volonté, je dirais même, de l'entreprise multinationale qui dit aussi à tous les pays, on veut une entreprise engagée, ou il y a une touch française là, sur ce sujet-là ? Alors, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup d'acteurs. C'est pas que le travail du DRH ou de la DRH. On a une équipe déjà avec nous, mais c'est aussi, il y a une intentionnalité du groupe. Bien évidemment, on est dans une société américaine et les sociétés américaines sont très souvent beaucoup en avance sur les pratiques managériales et organisationnelles. Mais après, c'est un travail d'équipe, aussi bien avec la participation et l'engagement du comité de direction, des partenaires sociaux, de l'équipe RH, mais plus généralement
également du relais managérial également. Là, on parle du Colombe, c'est le réseau, la direction et les équipes, les forces de vente, la production. C'est aussi des entreprises françaises où vous avez une production qui vient du monde entier? Alors, on n'a pas d'usine en propre en France. On travaille avec ce qu'on appelle des embouteilleurs pour les boissons, qui sont basés en France. Et ensuite, on a des usines pour la catégorie épicerie qui sont basées en Belgique ou en Espagne. Un mot sur le recrutement chez PepsiCo, parce que, au risque d'insister, mais on a des générations Z et on a des experts qui viennent sur ce plateau nous expliquer que la génération Z veut tout renverser. Elle ne voit plus le travail de la même manière. Elle ne voit plus d'ailleurs le sens au travail et l'importance d'aller ou pas dans une entreprise. Comment vous faites, vous, pour attirer, pour faire venir les fameux talents? Comment on fait? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que les nouvelles générations ne trouvent pas de sens au travail. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir justement un sens au travail. Sans doute que ce sens au travail prend une forme différente de celle que ça pouvait prendre pour ma génération ou la génération de nos parents. Maintenant, c'est comment on leur apporte ce sens-là, je pense. Et notamment chez PepsiCo, on a à cœur de mettre en avant notre culture d'entreprise et on a à cœur de mettre aussi en avant toute notre démarche RSE autour du programme de la stratégie PepsiCo Positive, qui est extrêmement importante et qui résonne au-delà, bien évidemment, des marques qui sont aussi un avantage compétitif, si je puis dire, pour attirer les talents. Ça veut dire que ça, c'est un travail que vous menez avec vos équipes en marque employeur, en visibilité. C'est quoi l'ambiance PepsiCo? Parce que on voit qu'il y a comme ça, dans la façon dont vous vous exprimez, une sorte d'état d'esprit au sein de PepsiCo. Oui, il y a un état d'esprit et je pense qu'on est l'état d'esprit de l'entreprise est à l'image de nos marques. Donc on travaille dans un environnement de travail qui est convivial, où le partage est important, la collaboration est extrêmement importante, mais ça n'empêche qu'on a aussi un très haut niveau d'exigence et on a à cœur de faire toujours mieux dans tous les domaines de l'entreprise et on est dans un environnement concurrentiel, hein, donc il faut constamment se remettre en question, mais en se disant qu'on veut toujours faire mieux que les jours précédents. Je l'évoquais en vous présentant parce qu'il y a à la fois un groupe qui se trouve, la moitié de l'équipe à Colombe, puis le reste est disséminé sur le territoire. C'est quoi les métiers que vous recrutez chez PepsiCo? Parce qu'il y a beaucoup de commerciaux, il faut quand même des gens qui soient capables de faire de la négo et de vendre. De vendre, de s'occuper, de vérifier que nos produits sont bien présents en magasin. Bien rangés dans les... Voilà, qu'on a des rayons qui donnent envie aux consommateurs d'essayer d'acheter nos produits. On a des équipes, effectivement, clients qui négocient avec nos clients. Et puis après, on a les équipes marketing, bien évidemment, qui travaillent sur le développement de nos produits et des nouvelles innovations. Et puis, toutes les fonctions support. Donc, on recrute dans toutes les fonctions de l'entreprise. Du commercial à tous les niveaux. Il faut savoir que chez PepsiCo, on est quand même une entreprise qui favorisons la promotion interne. Donc, on va toujours, quand on a un poste qui se libère au sein de l'organisation, on va toujours l'ouvrir en interne et privilégier les candidatures internes avant d'ouvrir en externe. Néanmoins, ça peut arriver qu'on n'ait pas forcément le bon candidat en interne au bon moment sur le job. Et du coup, dans ces cas-là, on va aller recruter. Je suis l'exemple, moi, de quelqu'un qu'on est allé chercher en externe il n'y a pas si longtemps que ça. On irait chez PepsiCo ou on y passe? Parce qu'il y a beaucoup de stratégies, notamment de jeunes sortant d'école de commerce, par exemple, ou d'autres, d'aller dans des grandes marques, oui, dans des multinationales, et puis on y fait quelques années, on s'y fait les dents, puis on part ailleurs. Comment ça se passe chez vous? Comment on engage et comment on maintient les gens chez PepsiCo? C'est tout le programme de fidélisation des collaborateurs. Ça serait assez difficile à résumer en quelques minutes parce que c'est toute la stratégie RH qui se doit d'attirer, de fidéliser les talents. Je dirais que chez PepsiCo, on peut distinguer, on a des collaborateurs qui sont là depuis très longtemps. Je crois que j'hésite toujours entre un collaborateur et une collaboratrice, mais qui sont à plus de 35 ans d'ancienneté au sein de PepsiCo. Donc c'est une ancienneté significative. Mais c'est vrai que sur les plus jeunes générations, on peut remarquer des envies un petit peu différentes. Ah, vous voyez qu'on y vient. Oui, alors qu'on y vient, mais qui ne sont pas forcément intrinsèques à l'entreprise, qui peuvent être liées à des aspirations personnelles. Qu'est-ce qu'ils vous demandent quand vous faites l'entretien annuel? Parfois, ça peut arriver qu'un jeune collaborateur ait une envie à un moment donné de s'essayer à l'entrepreneuriat et du coup va potentiellement aller
aller développer un projet entrepreneurial à l'extérieur. Et il n'est pas rare qu'on puisse réembaucher des collaborateurs qui sont allés tenter quelque chose de différent dehors de PepsiCo. Donc, et qui quoi, en disponibilité Soit en disponibilité, soit ils démissionnent et puis ils partent et ils reviennent quelques années après. C'est arrivé, j'ai plusieurs exemples en tête. Il y a de la mobilité, parce qu'on l'a compris, il y a plusieurs marques, beaucoup de produits alimentaires, des boissons, on l'a évoqué, le thé, Pepsi-Cola bien sûr. Il y a de la mobilité de collabs qui vous disent, moi c'est le plaisir d'être dans une multinationale, c'est que j'ai envie de partir dans la filiale sud-africaine ou d'aller aux États-Unis. Comment ça se passe ça? Alors on gère ça entre équipes RH, soit au niveau de l'Europe, soit au niveau du global. Chez PepsiCo, en France, on attache beaucoup d'importance à la mobilité cross-fonctionnelle déjà, donc c'est vrai qu'on essaye de proposer un maximum de ponts entre les fonctions. Donc on peut travailler au marketing et ensuite aller d'aller s'essayer sur un poste au sein des ventes ou pourquoi pas à la finance ou même en RH. Voilà, moi j'ai une collaboratrice dans mon équipe qui a passé des années en finance, qui est ensuite allée travailler dans un autre département et qui maintenant est dans la fonction RH. Il nous reste un tout petit peu de temps, mais 2-3 exemples. Vous m'avez dit, on ne peut pas détailler, mais qu'est-ce qui fait, quels sont les outils que vous mettez à disposition des collaborateurs qui fait qu'aujourd'hui vous dites on est quand même un petit peu une entreprise en pointe? C'est quoi? C'est des outils sur la parentalité? C'est la qualité de vie au travail, donc ça va couvrir effectivement des aspects de parentalité, mais pas que. En termes de diversité et d'inclusion, je pense qu'on a mis un gros coup d'accélérateur en fin d'année dernière sur les aspects d'égalité des genres, de parité et de parentalité, sur l'accompagnement des seniors et l'inclusion des différentes générations, et notamment la stratégie handicap, qui est sans doute ce sur quoi on travaille le plus en ce moment, parce qu'on n'était pas forcément bon. Il faut aussi savoir reconnaître quand on n'est pas bon et donner un gros coup d'accélérateur. Donc on a une stratégie pour l'inclusion du handicap visible ou invisible qui est en place depuis le mois d'octobre et qui commence à démontrer des beaux résultats. Avant de nous quitter, on a beaucoup de DRH, beaucoup d'entreprises qui nous disent on peine à recruter. Est-ce que chez vous subissez le même sort? Est-ce que c'est plus compliqué, vous qui avez un regard sur ce métier, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de recruter? C'est plus compliqué qu'il y a quelques années. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'offres d'emploi, on le voit, le taux de chômage diminue, etc. Donc oui, forcément, entre guillemets, le pouvoir a changé de camp. C'est-à-dire que là où les entreprises étaient, entre guillemets, plus en position de force avant, on va dire que depuis 2 ans et demi, c'est plutôt les candidats. Celui que vous avez en face, il a le choix, quoi. Oui, il a le choix, mais c'est bien parce que du coup, ça nous pousse à nous démarquer encore plus, à sortir de nos retranchements et à faire toujours mieux et à se démarquer. Donc c'est beaucoup plus challengeant, ça prend parfois un peu plus de temps, mais au final, c'est plutôt assez positif. Il y a un mot qu'on n'a pas évoqué, vous avez parlé de la parentalité, l'effort que vous faites sur l'inclusion, l'égalité, 55% d'ailleurs de femmes au sein du COMEX, oui. Donc il faut quand même le signaler. Oui. Comment on fait là pour maintenir en emploi, et comment on fait pour attirer les talents, vous savez, ces fameux talents, parce que toutes les entreprises se battent des talents. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous leur dites quand vous êtes en entretien pour leur dire, mais viens chez nous parce que tu auras ça, tu auras ça, et tu auras du télétravail, parce que c'est le mot qu'on n'a pas utilisé. Oui, alors le télétravail, on pratique le télétravail chez PepsiCo 2 jours par semaine, avec un petit quota de jours flexibles également qu'on peut utiliser tout au long de l'année. Et vous ne revenez pas dessus, parce qu'il y a certains dirigeants qui disent aujourd'hui, attendez, le télétravail... Alors, je vais être très honnête, on est revenu un petit peu dessus parce qu'on a signé un avenant il y a quelques semaines. On était à 3 jours de télétravail par semaine. Et on réduit un peu. On a réduit un tout petit peu, mais finalement en apportant une flexibilité différente. C'est-à-dire au lieu d'avoir 3 jours par semaine, on a 2 jours par semaine maintenant, mais on a, je vous dis, ce compteur de jours de télétravail flexible qu'on peut utiliser quand on veut. Ça a grincé des dents chez les collaborateurs, ou tout le monde a compris quand même qu'il fallait peut-être être un peu plus présent quand même dans l'entreprise? Ça a pu grincer un petit peu des dents, mais encore une fois, il y a des collaborateurs qui apprécient de venir plus au travail. Il y a des collaborateurs qui... On ne fait jamais l'unanimité quand on prend de nouvelles mesures, on le sait. Maintenant, c'est de donner du sens, et je pense que les collaborateurs ont compris le sens de cette mesure. Un dernier mot, ça c'est des décisions qui sont prises aux États-Unis lorsque vous décidez de réduire légèrement ou de réorganiser le télétravail, ou c'est une décision très franco-française quand vous prenez ce type de décision? Ça a été une impulsion du groupe. Du groupe, oui. qui d'une manière stratégique et mondiale, donc de fait, décide de réduire un tout petit peu le télétravail. Oui, parce qu'on était dans une période aussi où on avait besoin justement de renforcer, on va dire, la cohésion des troupes, comme on en parlait tout à l'heure. Et à un moment donné, c'est vrai que quand on a beaucoup de télétravail, on se rend compte que ça a un impact et que ça délite un petit peu l'engagement des collaborateurs et la collaboration.
Anne-Sophie Jameau, merci d'être venue. C'est une question un peu traditionnelle que je pose au DRH. C'est quoi la suite de votre journée? Parce que là, vous venez en plateau, vous venez nous montrer le beau visage de votre entreprise. Oui. C'est quoi votre journée là? Écoutez, ma journée, je repars au bureau parce que j'anime un webinar pour informer les collaborateurs de l'atterrissage, participation et intéressement de la fin de l'année. D'accord. Voilà. Donc là, vous leur faites des annonces. Exactement. Qui ne connaissent pas, j'imagine encore. Qu'ils ne connaissent pas et qu'ils attendent avec impatience. Donc c'est pour comment ça. on partage le fruit des efforts collectifs. Exactement. Les nouvelles sont bonnes ou pas là? Les chiffres sont bons Je pense qu'ils vont être contents. Voilà, donc vous avez plutôt le sourire. Là, vous avez plutôt un webinar positif pour vous. En tout cas, j'espère, mais oui, je pense qu'ils vont être contents. Ça fait du bien quand on est DRH. Oui, ça fait du bien. Quand on est DRH, on est content d'annoncer des bonnes nouvelles. La participation et l'intéressement. Absolument. Qui sont deux choses différentes. Oui. Merci Anne-Sophie Jameau. Merci à vous pour l'invitation. PepsiCo France. Oui. Groupe mondial avec 650 collaborateurs ici en France, avec des emplois ouverts, on le redit. On le redit, et tous les profils sont les bienvenus, les jeunes, les moins jeunes, les seniors. Sans diplôme, vous le faites? Ça peut, sans diplôme, absolument. Si on a de l'expérience, bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Dans le commercial, par exemple? Tout le monde est le bienvenu chez PepsiCo. La porte est grande ouverte. Exactement, merci à vous. D'avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. Merci Anne-Sophie Jameau. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi avec un sujet dont tout le monde parle, l'intelligence artificielle. Comment les entreprises s'emparent-elles de cette IA? Et on ira plus loin d'ailleurs, comment les salariés, eux aussi, s'accaparent cet outil le plus connu de ChatGPT. Il y en a plein d'autres et on va en parler avec Nosing Deuk. Bonjour Nosing, vous êtes responsable développement de l'offre data et IA au sein de la société MC2I, alors, entreprise de la tech, de l'informatique. Vous donnez des conseils aux entreprises, aux grandes entreprises, mais en même temps, là, vous venez avec une étude qui est assez intéressante, c'est la manière dont l'entreprise s'est accaparée l'outil. Est-ce que globalement les entreprises font le pari de l'IA ou pas? Ou est-ce qu'elles sont frileuses? Tout d'abord, bonjour Arnaud et merci pour votre invitation. Alors oui, clairement, les entreprises s'accaparent aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui est une technologie qui n'est pas nouvelle, elle existe depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis l'apparition de ChatGPT fin 2022... L'IA génératif. L'IA générative, exactement. Les entreprises, effectivement, s'accaparent ce sujet-là et également les salariés. Alors, restons un peu sur les entreprises, parce qu'il y a quand même on va revenir sur les cas d'usage très concrets. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un modèle économique sur l'IA ou est-ce qu'elle s'empare de cette technologie absolument dingue en imaginant des retours sur investissement? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu flou. On ne sait pas si l'IA permet de faire des gains de productivité. Oui, effectivement, c'est encore un petit peu tôt par rapport aux investissements que font les entreprises. Mais aujourd'hui, il y a déjà un retour sur investissement sur la productivité. On voit bien que l'utilisation de ce type d'outils permet d'améliorer la productivité au quotidien. Donc ça, c'est un premier point. Pour la suite, il y a beaucoup aujourd'hui d'espoir, en fait, pour la suite. D'espoir de gains par la suite. On en est là aujourd'hui. Quand vous dites des gains, parce que beaucoup s'interrogent aujourd'hui, ça ne sera pas la fin d'emploi, mais c'est des blocs sur un poste donné, c'est des blocs qui vont disparaître. C'est bien ça l'enjeu. Alors, est-ce que l'IA va remplacer les emplois ? Non, je peux affirmer que non. Disons que, comme toute rupture technologique, parce qu'on peut parler de rupture technologique, clairement, il y a effectivement des déplacements en matière d'emploi. Il y aura des emplois qui, plus tard, n'existeront plus parce qu'elles n'auront plus besoin d'exister. Mais tout ça se fait dans le temps. Après, effectivement, l'utilisation de ce type d'outils permet de remplacer un certain nombre de tâches, et notamment des tâches répétitives. C'est ça que les entreprises cherchent à remplacer, doter et équiper les salariés pour justement améliorer leur efficacité en remplaçant, par exemple, des tâches répétitives. Alors, arrivons au cas d'usage, parce que c'est un sujet, évidemment, quand vous accompagnez les entreprises, il y a tout le débat de je l'implante où, quel outil j'utilise, il y a toutes ces questions-là. Les cas d'usage les plus connus, c'est quoi? Je pense à, alors je fais de la publicité, mais Copilot chez Microsoft, qui permet de pouvoir sortir directement après une visio un document. Ça c'est un cas d'usage très concret, ça. Oui, alors c'est le cas d'usage à laquelle on pense le plus, qui d'ailleurs est un des plus efficients. On fait une visio à plusieurs et effectivement, l'outil
l'outil, notamment Copilot, nous permet de transcrire la réunion, c'est un premier point, et ensuite d'en faire un résumé, et donc de préparer le compte-rendu de la réunion qu'on a en visio. Effectivement, dans les estimations qu'on a aujourd'hui, c'est ce cas d'usage qui devient assez répandu. Il y a un gain de rapidité de à peu près 4 x 4. C'est-à-dire qu'on va 4 fois plus vite en faisant ça. Évidemment, c'est redoutable. Alors, côté salarié, c'est intéressant parce que là aussi, à travers votre travail, votre réflexion, est-ce que les salariés français, eux aussi, se sont emparés? Alors, je précise ma question. Il y a l'entreprise qui va implémenter une IA générative entreprise, mais moi, je suis persuadé que les salariés utilisent discrètement ChatGPT, on est d'accord? Alors, ça dépend des cas d'usage, en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que cette technologie, l'IA générative, a percé effectivement le monde de l'entreprise, et aussi percer le monde personnel et individuel et familial. C'est-à-dire que vous avez des salariés qui, avant d'être salariés, sont des individus qui utilisent ChatGPT dans leur quotidien. Moi-même, personnellement, j'utilise ChatGPT dans mon quotidien. Et effectivement, quand vous avez ce type de cas d'usage, ce type de situation où des outils sont déjà utilisés dans le cercle personnel, eh bien effectivement, ils sont très vite importés dans le cercle professionnel, en fait. Donc oui, vous avez des cas où des salariés utilisent des IA génératives dans leur contexte professionnel, et on a vécu une période, la période 2023, était une période où il y avait effectivement un petit peu de flou dans les entreprises, c'est-à-dire entre l'interdiction, l'autorisation, le fait d'inciter les salariés, on ne savait pas trop. Aujourd'hui, on n'est plus dans une situation où les entreprises n'interdisent pas, c'est pas trop le dogme aujourd'hui que l'on voit, c'est plutôt on accompagne le changement. Et surtout, on accompagne l'utilisation sécurisée de ce type d'outils. J'allais y venir, il y a un enjeu de data, je pense aux banques, je pense aux industries, je pense aux entreprises qui font de l'innovation. On retrouve des documents, je l'ai vérifié, confidentiels, parce qu'un salarié a mis, pour en savoir un peu plus, des informations confidentielles. C'est quand même des enjeux forts aussi, entre guillemets, j'allais dire presque d'espionnage économique. Il y a des risques quand même. Alors il y a des risques si on l'utilise à mauvais escient et si les outils sont mal installés et mal configurés. Aujourd'hui, ce que font les grandes entreprises, c'est principalement notre clientèle. Et c'est votre mission d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on accompagne... Généralement, ce que font les entreprises, dans les entreprises, on n'utilise pas ChatGPT. ChatGPT, c'est effectivement l'outil qui est fourni par OpenAI. Grand public, quoi. Grand public, aux États-Unis, serveur aux États-Unis, données personnelles transmises aux États-Unis, etc. Donc c'est interdit. Généralement, ce que font les entreprises, c'est qu'elles déploient des outils comme Copilot, qui sont l'extension des outils bureautiques qu'on a déjà en entreprise. C'est ça. Ou alors, elles installent des équivalents de ChatGPT en privé, c'est-à-dire dans les infrastructures de l'entreprise, et par définition, c'est sécurisé. Jasper, ChatSonic, ça c'est pour le grand public, va peut-être le découvrir, mais ça, Jasper, c'est pour le marketing. Exactement. Donc, on est en train d'affiner par métier des outils IA génératifs très spécifiques, on est d'accord? Tout à fait, c'est-à-dire le grand public connaît ChatGPT, qui est effectivement l'outil qu'on peut utiliser. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'alternatives qui se sont développées, sur la base d'ailleurs des moteurs GPT. Et vous avez maintenant des spécialisations, des IA génératives spécialisées. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois et les prochaines années. C'est vraiment des modules spécialisés, métier par métier, fonction par fonction. C'est passionnant. Merci Nothing Duck d'être venu nous éclairer sur ce sujet, parce que vous utilisez, vous, à la maison, vous avez raison, et puis aussi, évidemment, au bureau, avec, évidemment, les règles fixées par l'entreprise. C'était un plaisir de vous accueillir, responsable développement de l'offre Data IA chez MC2I. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe, évidemment, qui m'a accompagné. Merci à Angel à la réalisation. Merci à Thibaut au son, et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Anaël. Je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.